Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 14 avril. Le pape Léon XIV poursuit sa visite officielle en Algérie et se rend à Annaba sur les traces de Saint-Augustin, visitant notamment le site archéologique d'Hippone, lequel abrite l'historique basilique de la Paix. Le pape Léon XIV se rend à la basilique de Saint-Augustin, perché sur les hauteurs de la ville d'Annaba, pour présider une messe. La visite officielle du pape Léon XIV en Algérie fait couler beaucoup d'encre, un périple scruté par le monde entier, retenant l'attention de la presse nationale et internationale. L'entité sioniste poursuit son agression contre le Liban. Moins 16 Libanais sont tombés en martyrs dans des bombardements intensifs de l'occupation sioniste sur le pays depuis ce matin. Et puis entrée en vigueur du blocus américain sur le détroit d'Ormuz, les menaces de Donald Trump sont largement rejetées par les autorités, mais aussi dans les rues iraniennes. Bonsoir à tous. L'histoire continue de s'écrire en Algérie où le pape Léon XIV est arrivé ce mardi à Annaba, au nord-est algérien, au deuxième jour de sa visite officielle en Algérie à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Un accueil officiel a été réservé au souverain pontife par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ainsi que par les autorités civiles et militaires de la wilaya d'Annaba. À son tour, le pape Léon XIV a salué ses hôtes parmi les représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya d'Annaba qui abrite la basilique Saint-Augustin pour leur accueil chaleureux. Le pape Léon XIV s'est rendu également au site archéologique d'Hippone, situé dans la ville d'Annaba, lequel abrite l'historique basilique de la Paix. Le souverain pontife, qui était accompagné de la ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bennouda, a reçu des explications exhaustives concernant ce site archéologique. L'hôte de l'Algérie a déposé une gerbe de fleurs et planté un rameau d'olivier issu de l'arbre de Saint-Augustin comme symbole de paix universelle. Le pape Léon XIV s'est aussi rendu à la maison d'accueil pour personnes âgées à la basilique de Saint-Augustin, deuxième étape de sa visite dans la wilaya d'Annaba. Un accueil chaleureux a été réservé au souverain pontife par les chargés de la maison d'accueil
pour personnes âgées à cette basilique emblématique. Le pape a écouté les pensionnaires de la maison d'accueil issus de différentes nationalités. Dans une allocution à cette occasion, le pape Léon XIV a souligné que sa présence en ce même lieu incarnait les valeurs d'espérance malgré les guerres et les injustices que connaît le monde. Je pense que le Seigneur, regardant du haut des cieux une maison comme celle-ci, où les gens s'efforcent de vivre ensemble en fraternité, dirait « il y a de l'espoir ». Oui, car le cœur de Dieu est déchiré par les guerres, la violence, l'injustice et les mensonges. Mais le cœur de notre Père n'est pas avec les méchants, les arrogants, ni les orgueilleux. Le cœur de Dieu est avec les petits et les humbles. Il est avec eux. Il bâtit, jour après jour, son royaume d'amour et de paix, comme vous vous efforcez de le faire ici-bas, dans votre service quotidien, votre amitié et votre vie commune. Par la suite, le pape Léon XIV est arrivé à la basilique de Saint-Augustin, perché sur les hauteurs de la ville d'Annaba, et ce afin de présider une messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. J'ai péché en pensée, je suis Marie, les anges et tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. J'ai péché en pensée, je suis Marie, les anges et tous les saints. Et au centre-ville d'Annaba, les habitants de l'antique Bonn ont souhaité la bienvenue au pape Léon XIV. On en parle justement avec notre envoyé spécial à Annaba, Mohamed Wali Ben Shaban. Bonsoir. Mohamed Wali Ben Shaban, comment les citoyens d'Annaba ont-ils réagi à la visite du pape? Comment l'ont-ils accueilli? Bonsoir Abdelkader, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Donc ce deuxième jour de la visite historique du pape Léon XIV ici à Annaba a été marqué par un pèlerinage spirituel. Ce pèlerinage
est chargé de messages de paix, de solidarité, de fraternité, de coexistence entre toutes les communautés à travers le monde. La wilaya de Annaba a réservé un accueil chaleureux, à la fois chaleureux et solennel au pape Léon XIV lors de sa visite. Tout au long de son parcours, les Annabis, les citoyens, se sont rassemblés pour saluer le cortège papal, témoignant d'un profond attachement aux valeurs de paix et de dialogue. Abdelkader, si vous permettez, dans une atmosphère empreinte d'émotion, Annaba a offert une image forte de l'Algérie, une image de tout un pays sur l'hospitalité et de son ouverture à travers le monde. Merci Mohamed Wali Ben Chaban, merci donc pour ces précisions. Vous avez donc suivi cette visite durant laquelle le pape Léon XIV s'est rendu à de nombreux sites, notamment marqués par une visite qui était justement sur les traces de Saint-Augustin. Vous avez évoqué une symbolique de cette étape précise de la visite, Mohamed Wali Ben Chaban. Oui, effectivement, Abdelkader, donc sur ce site archéologique. Sur ce site archéologique d'Hippone, le pape XIV a marché parmi l'héritage de l'ancien évêque de la ville, le Saint-Augustin. Il a planté un olivier, symbole de paix et de fraternité, de solidarité, pour montrer l'amitié entre l'Algérie et le Vatican. Ce geste important rappelle que l'essence de l'humanité repose sur le dialogue et le respect mutuel pour vivre ensemble. La journée d'aujourd'hui s'est poursuivie par une escale pastorale à la maison des petites sœurs des pauvres, ce moment d'intime avec les aînés et le personnel soignant des personnes âgées plutôt a permis au souverain pontife de saluer la tradition algérienne de respect envers les personnes âgées, justement. Il a également échangé avec les membres de l'ordre Saint-Augustin pour souligner la continuité entre l'histoire antique d'Hippone et l'engagement humanitaire actuel. Merci encore une fois, Mohamed Wali Ben Chaban. Je précise que vous étiez en direct avec nous depuis Annaba et la visite de Léon XIV en Algérie, placé sous l'égide de l'héritage de Saint-Augustin, revêt une dimension historique majeure. Ce déplacement hautement symbolique à Alger et Annaba témoigne de la volonté du Saint-Siège de densifier le dialogue bilatéral et interreligieux en s'appuyant sur la figure universelle du docteur de l'Église. Le souverain pontife érige l'Algérie en véritable pont spirituel et intellectuel entre les deux rives de la Méditerranée. Commentaire Mohamed Amin Abarkan, récit Amal Amzian Zitouni. Il est premier pape Augustin de l'histoire à accomplir un voyage hautement symbolique en Algérie, berceau spirituel de l'évêque d'Hippone. Pour son 4e déplacement international, Léon XIV choisit une terre n'ayant jamais reçu de successeur de Saint-Pierre, marquant un tournant diplomatique majeur. Le souverain pontife honorait Alger et Annaba, cœur de l'ancien diocèse d'Augustin, dont il a personnellement désigné le nouvel évêque, Monseigneur Michel Guillot, en juillet dernier. Cet acte ecclésial fort a d'ailleurs préludé à la réception historique du président Abdelmadjid Tebboune au Vatican le 24 juillet, scellant ainsi un dialogue bilatéral renforcé. Saint-Augustin, pilier de la pensée chrétienne, a forgé son génie sur la rive sud. Dès son avènement, Léon XIV a revendiqué cet héritage, suscitant une résonance particulière en Algérie, terre natale du docteur de l'Église. Le diplomate et philologue Pierre-Yves Fuchs, ancien ambassadeur de Suisse près le Saint-Siège et à Alger, analyse ici l'influence persistante de cette figure historique au sein de cette nation musulmane.
Pour les musulmans, pour ceux qui sont, je dirais, vraiment les intellectuels musulmans, c'est ce qu'ils appellent le philosophe algérien. Ce qui est une manière un petit peu, peut-être un double anachronisme, mais en même temps une réalité. C'est un auteur qui a écrit des traités philosophiques. Pour les musulmans en général, c'est quelqu'un qui renvoie au passé romain de ce pays, mais qui n'est pas un païen. Donc, c'est quelqu'un qui peut tout à fait parler par ses messages politique, par ses messages religieux, ou en tout cas mystiques. C'est une fierté pour l'ensemble du pays. L'itinéraire d'Augustin s'articule en 3 phases. Sa jeunesse en Algérie et à Carthage, suivie d'un exil décisif en Italie entre Rome et Milan pour son baptême. En 388, après 6 ans au nord du bassin méditerranéen, il regagne l'Afrique pour devenir évêque d'Hippone, l'actuel Annaba, jusqu'en 430. Ce mouvement circulaire entre le Maghreb et la péninsule italique définit son identité. Augustin a toujours été en quête de vérité, ce qui fait de lui un médiateur intellectuel unique, capable d'unifier la tradition africaine, la rigueur romaine et la profondeur des racines bibliques de l'Orient. Son œuvre ne divise pas les rives, elle les réconcilie dans une vision universelle, offrant ainsi au pape Léon XIV un socle historique pour engager un dialogue renouvelé avec l'Algérie moderne, terre d'islam et de paix et berceau de ce docteur de l'Église. Et je vous lisais en titre, la visite officielle du pape Léon XIV en Algérie est scrutée par le monde entier, retenant l'attention de la presse nationale et internationale qui a souligné ce mardi la portée symbolique de cet événement marqué par des appels renouvelés à promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et le vivre ensemble. Souhila Akilal y revient. L'Algérie est depuis lundi le centre de l'attention du monde. Les yeux et les objectifs étaient braqués sur Alger, la capitale. La presse nationale et internationale a largement commenté cette visite qui évoque un jour historique, mettant en exergue le rôle pivot de l'Algérie comme terre de rencontre des civilisations et un modèle indéniable de coexistence religieuse et de fraternité. Dans son article titré « Le pape Léon XIV depuis hier à Alger, un jour historique », Al-Moudjahid souligne que le souverain pontife décrit l'Algérie comme une terre de noblesse, une puissance d'équilibre capable de poursuivre sa contribution à la stabilité et au dialogue sur les 2 rives de la Méditerranée. Dans le même sens, Horizon relève que cette visite plaide pour la promotion de la coexistence, du dialogue et de la paix. Le jour d'Algérie et El Khabar ont mis en avant la position privilégiée dont jouit désormais l'Algérie comme pays rassembleur pour unir les voix et forger les consensus dans un monde dominé par la violence et la force. Le message de paix prôné par le pape Léon XIV dès son arrivée à Alger et son hommage au peuple algérien ont été repris en long et en large dans un article paru dans les colonnes du journal Al-Sharq Al-Awsat. Al-Quds Al-Arabi est pour sa part revenu sur la symbolique de cette visite papale, rappelant que le pape Léon XIV et le président algérien Abdelmadjid Tebboune ont insisté sur les valeurs communes comme le rejet de la violence, des guerres et de l'injustice dans le monde. Le journal britannique The Guardian a expliqué que le pape Léon XIV est arrivé en Algérie pour la première visite papale dans le pays, appelant à la paix lors de la première étape d'une tournée en Afrique qui témoigne de l'importance croissante du continent pour l'Église catholique. L'agence de presse américaine Associated Press a souligné que le souverain pontife est en Algérie pour promouvoir la coexistence entre les religions en pleine période de conflit mondial et pour honorer Saint Augustin, la figure locale qui a inspiré sa spiritualité religieuse. De son côté, le site Al Jazeera a évoqué l'accueil chaleureux réservé au pape dès son arrivée à Alger lundi matin, précisant que cette visite revêt une forte dimension personnelle pour le pape qui marchera sur les traces de Saint Augustin. Le site Vatican News est revenu quant à lui sur le début du voyage apostolique du pape en Afrique, soulignant que sa visite en Algérie était intimement liée à ses racines augustiniennes. Les Algériens, eux, ne cachent pas leur fierté de voir leur pays abriter une telle visite. Pour nombre d'Algérois, notamment, elle n'est que le reflet de l'histoire et du patrimoine inestimable de l'Algérie. Maria Chouillard. Au lendemain d'une première journée riche en symboles et en messages forts, marquée par l'appel au dialogue et à la paix, les réactions des Algériens ne se sont pas fait attendre.
Les images du jour parlent d'elles-mêmes, toutes centrées sur la rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et le pape Léon XIV. Entre fierté, émotion et curiosité, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur attachement aux valeurs de tolérance et d'ouverture, tout en saluant une visite qu'ils considèrent déjà comme historique pour l'image et le rayonnement de l'Algérie. Hier a été un jour historique pour l'Algérie. Le monde entier, entre ceux qui connaissent l'Algérie et ceux qui ne la connaissent pas, a pris conscience de l'avenir de l'Algérie, de sa valeur et de son histoire. Tous ont compris que l'Algérie est véritablement la porte d'entrée de l'Afrique, ouverte culturellement, internationalement et surtout religieusement. Après une première journée marquée par des messages forts en faveur de la paix et du vivre ensemble, le souverain pontife a quitté Alger ce mardi pour se rendre à Annaba, au lieu spirituel et historique sur les traces du Saint-Augustin. Mais à Alger, la ferveur est palpable. Pour beaucoup d'Algériens, cette visite dépasse le cadre religieux et revêt une dimension historique. L'Algérie jouit désormais d'une réputation internationale. Je souhaite que cette visite soit fructueuse et aujourd'hui le pape Léon s'est rendu à Annaba. Je vous l'assure, c'est une excellente chose pour l'Algérie. Nombreux seront ceux qui nous envieront cette visite. J'en suis convaincu. Nous lui souhaitons la bienvenue en Algérie. Notre religion est tolérante. Nous respectons et reconnaissons toutes les religions. Dans une atmosphère mêlant respect, curiosité et émotion, les habitants saluent une visite qui, selon eux, met en lumière l'ouverture de l'Algérie sur le monde et son attachement au dialogue entre les cultures et les religions. La visite du pape en Algérie envoie le message que nous sommes un pays stable, un pays qui respecte les religions, un pays de paix et de sécurité. Nous ne sommes pas fermés, mais ouverts sur le monde. Depuis les premières heures de son arrivée à Alger, une ferveur populaire a accompagné chacun des déplacements du souverain pontife, traduisant l'intérêt et l'attention portés à cette visite inédite. Une visite qui, au-delà de sa dimension spirituelle, s'impose déjà comme un moment fort de mémoire et de dialogue, révélant une Algérie résolument tournée vers l'échange et l'ouverture. Avant Annaba, le pape Léon XIV était à Alger où il s'est notamment entretenu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une journée chargée en activités, marquée notamment par une visite du pape au centre d'accueil et d'amitié géré par les sœurs missionnaires augustiniennes à Bab el Oued à Alger. Vuestra Santidad ha expresado deseo de tender puentes entre el mundo cristiano y nos tratemos como hermanos. Tenemos el honor de recibirlo hoy en esta casa de Bab el Oued, donde aún se Celia es la patria de Agustín. Fue su cuna y en esta tierra aprendió a amar y a ser. Et après sa visite historique en Algérie, le pape Léon XIV doit poursuivre sa route vers le Cameroun où il doit arriver demain dans l'après-midi. L'annonce de son arrivée au Cameroun a suscité des espoirs de paix et d'unité dans un pays aux prises, notamment avec une insécurité accrue. C'est quand même une des voies les plus autorisées au niveau du monde. C'est un sentiment de fierté et de noblesse de l'avoir au milieu de nous et de l'entendre parler de nous et de nos problèmes. Du coup, nous sortons là de l'oubli éventuellement ou de la conscience d'être des gens à part. Le pape vient nous universaliser. Et ça, c'est très important. Je l'ai beaucoup ressenti. Le Saint-Père vient ici en pèlerin de la paix, vient ici en apôtre de Jésus-Christ. Il vient au milieu de nous en
un homme sensible à la cause de l'humanité. Je ne veux pas revenir sur un débat qui a fait couler beaucoup d'encre, mais je suis catholique, donc Rome a parlé, la cause est close, et ça me suffit. Je voudrais seulement dire aux autres, vous avez peut-être eu des idées originales, peut-être singulières, mais suivez le pape. Naturellement, le pape d'abord c'est un chef d'État, l'État du Vatican, et il a encore une autre vocation religieuse. Alors, il est normal de penser que le pape peut venir alléger, parce qu'il vient avec des modules de paix, de rassemblement, d'union, de fraternité, parce que le pape dit, seul en Jésus-Christ on est fort. Un peuple uni est un peuple soudé. Alors, les divisions, les querelles, le pape peut à certains moments apporter du sien pour notre pays afin que le Cameroun reste. Dans l'actualité également de ce mardi, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu en vigueur. Ce mardi, 4 Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans des frappes de l'entité sioniste dans le nord de l'enclave palestinienne. Les victimes ont été transportés à l'hôpital de la ville de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, ce génocide a fait 72 000 martyrs et 172 213 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Les Palestiniens ont également pleuré ce mardi. Un Palestinien tombé en martyr la veille lors d'une frappe des forces de l'entité sioniste dans un café de la ville de Gaza. Les Gazaouis dénoncent une violation quotidienne du cessez-le-feu par l'entité sioniste. Un missile traître a tué Islem, blessé son beau-frère, laissé sa femme veuve et sa fille unique orpheline, âgée de seulement 6 mois. Elle est née alors qu'Islam traversait des difficultés considérables dans le nord de Gaza. Il n'y a pas de cessez-le-feu car chaque jour il tue. Ces tueries ont lieu quotidiennement. Quel est ce cessez-le-feu? Un cessez-le-feu signifie qu'un enfant ne sera pas blessé. Un cessez-le-feu signifie que l'on peut manger et boire. Un cessez-le-feu signifie que l'on peut vivre comme des êtres humains. Dans ce contexte de violation répétée, le gouvernement italien a décidé de suspendre le renouvellement automatique de son accord de coopération en matière de défense avec l'entité sioniste. C'est ce qu'a notamment annoncé la première ministre Giorgia Meloni. La nostra collocazione è europea e occidentale. Notre alignement est européen et occidental. J'adhère à cette position que je partage pleinement. Ensuite, lorsqu'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, nous agissons en conséquence. Vous ne me l'avez pas demandé, mais le gouvernement, par exemple, compte tenu de la situation actuelle, a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit également son agression contre le Liban. Moins 16 Libanais sont tombés en martyrs dans des bombardements intensifs de l'occupation sioniste sur le pays depuis ce matin. Selon le ministère libanais de la Santé, une série de frappes a visé des maisons et des voitures de civils dans les villages de la province de Nabateye, Assour et Djbeil dans la province du Sud, ainsi que le village de Sahmar dans la Beqa occidentale.
Dans cette conjoncture, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a appelé les autorités libanaises à annuler les négociations avec l'entité sioniste, y voyant une soumission, une capitulation à la veille de la première réunion préparatoire prévue ce mardi à Washington. Alors que débutent aujourd'hui des pourparlers de paix entre l'entité sioniste et le Liban, sous médiation américaine, les Libanais, habitués au non-respect des engagements de l'entité sioniste, n'ont pas caché leur scepticisme, allant même jusqu'à qualifier ces négociations de grosse erreur. Le mieux est d'attendre et de voir ce qui se passera sur le terrain, lors des combats, car sans pression militaire, Israël ne reculera pas et ne fera aucune concession au Liban. Si Dieu le veut, la pression militaire portera ses fruits et nous pourrons alors faire pression sur Israël pour qu'il reconnaisse les droits du Liban, lui restitue ses terres et ses prisonniers et qu'il ramène la paix dans le sud. Les négociations entre le Liban et Israël constituent une erreur stratégique dont le peuple libanais subira les conséquences. Tout d'abord, je ne comprends pas cette précipitation. Et de quoi négocie-t-il au juste? Quels atouts ont-ils pour négocier? On ne négocie que lorsqu'une délégation libanaise, respective de tous les Libanais, est constituée, avec l'approbation de l'ensemble du peuple libanais. Qu'ils organisent un référendum, le peuple libanais acceptera-t-il ces négociations? Bien sûr que non. En même temps que l'insécurité, de nombreuses familles libanaises peinent à faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et aux perturbations des approvisionnements, conséquence du conflit plus large au Moyen-Orient. Le Liban a indiqué que ses réserves alimentaires stratégiques peuvent suffire pour seulement 4 mois, après une forte augmentation de la demande due aux attaques sionistes. Pour sa part, le Programme alimentaire mondial a tiré la sonnette d'alarme. Les produits sont disponibles, mais nous rencontrons des difficultés avec les commerçants qui viennent livrer les marchandises. Jeudi dernier, notre quartier a été inclus dans les zones susceptibles d'être attaquées. We traders have always been working. Nous, les commerçants, avons toujours travaillé en tenant compte de la guerre. C'est pourquoi nous avons toujours eu ou envisagé d'avoir des plans d'urgence, des réserves stratégiques, des stocks supplémentaires et une distribution de nos marchandises sur plusieurs sites. Dans les zones touchées, comme au sud de Saïda et au sud du Litani, l'accès est impossible. Nous ne pouvons donc plus y acheminer nos marchandises. Les commerçants qui restent dans la région utilisent leurs propres camions. Le nombre de personnes est réduit et les difficultés de sécurisation existent. Mais elles ne constituent pas un problème majeur. Nous cuisinons des légumes au curry et préparons des sandwichs au poulet. Nous utilisons de l'ail, des cornichons, etc. En principe, tous les produits sont disponibles et nous parvenons à nous les procurer. Des organisations internationales comme le PAM et l'UNICEF nous aident. Nous ne sommes pas inquiets pour notre approvisionnement alimentaire. Et cette situation ne semble pas prête à changer, notamment après l'entrée en vigueur du blocus du détroit d'Ormuz ordonné dimanche dernier par Donald Trump au lendemain de l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Les menaces du président américain sont largement rejetées par les autorités, mais aussi dans les rues iraniennes. Premièrement, vous proférez de nombreuses menaces sans jamais les mettre à exécution. Et même si vos menaces étaient mises à exécution, nous savons que les forces armées de notre pays y répondraient pleinement. Nous sommes présents dans ces rues pour soutenir le système de notre pays et ses forces armées. Et grâce à notre soutien, elles accompliront pleinement leur devoir.
Les récents développements concernant le blocus ou l'affirmation d'un blocus et les remarques faites par le président américain Donald Trump au sujet des navires rapides montrent essentiellement que les déclarations et les actions de Donald Trump au cours de ces 40 à 50 jours de guerre montrent clairement que les États-Unis ont atteint un point de désespoir et d'impuissance face aux capacités de l'Iran. Par exemple, il a dit qu'il attaquerait nombre de nos centrales électriques et de nos infrastructures. Il a tenu des propos étranges. Il a dit qu'il viendrait s'emparer d'une de nos îles, mais aucune de ces promesses n'a été tenue. Ce n'est qu'une promesse de plus, comme toutes les autres. Elles sont toutes vaines et nous n'avons pas peur de ces menaces et nous ne craignons rien. Et l'Iran a soumis hier au comité juridique de l'Organisation maritime internationale un document juridique relatif à ces pertes maritimes dues aux attaques américano-sionistes, accusant les États-Unis et l'entité sioniste d'avoir infligé de lourdes pertes maritimes et civiles par le biais de ces attaques militaires. Et au volet diplomatique, il n'y a aucune discussion entre le Qatar et l'Iran concernant le versement de fonds pour mettre fin aux attaques iraniennes contre le Qatar, et toute suggestion selon laquelle de telles discussions auraient eu lieu est fausse. C'est ce qu'a tenu à préciser ce mardi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. التي وضعها الوسيط في هذا الإطار وندعمها بشكل كامل ولا شك لدي أن We have always said from day one. Depuis le premier jour, nous avons toujours affirmé que toute attaque contre l'un de nos voisins dans cette région est considérée comme une attaque à la souveraineté du Qatar. Par conséquent, toute solution à cette menace doit être régionale. Il n'y a eu aucune démarche concertée avec les Iraniens depuis le début du conflit. Les attaques contre nos pays ont persisté et n'ont cessé qu'avec le cessez-le-feu, y compris la nuit précédant son instauration. C'est pourquoi nous poursuivons notre coordination avec nos voisins et il n'a jamais été question d'argent. À ce sujet, je l'ai d'ailleurs déjà dit publiquement, notre priorité est la défense de notre pays. Nous le défendrons contre toute attaque et toute allégation de financement pour mettre fin à ces attaques est totalement mensongère et vise uniquement à ternir la réputation de mon pays. Et pendant ce temps, le Pakistan cherche à nouveau à ramener l'Iran et les États-Unis à la table des négociations afin de prolonger le cessez-le-feu et de permettre des discussions après l'échec des premiers pourparlers. Allez, parlons de coopération à présent. Algéro-espagnole est dans une démarche visant à instaurer un modèle de partenariat économique complémentaire. L'Algérie et l'Espagne ont identifié 4 secteurs clés destinés à consolider la sécurité alimentaire nationale. En marge du forum d'affaires algéro-espagnol tenu ce mardi à Alger, Abdellah Seriaï, président de la dite instance, a précisé à Al24 News que ces axes prioritaires constituaient le socle de la souveraineté alimentaire algérienne. Ce rapprochement stratégique vise à créer des synergies directes entre les besoins structurels du marché algérien et l'expertise technologique des opérateurs espagnols, ouvrant ainsi la voie à des opportunités d'intégration industrielle et technique d'envergure. Nous devons tirer parti de l'excellence des relations politiques entre l'Algérie et l'Espagne pour aller de l'avant. Nous sommes face à 2 économies complémentaires, géographiquement proches. Lors de cette session inaugurale, nous avons choisi de nous concentrer sur 3 axes stratégiques, l'agriculture, l'agroalimentaire et la pêche. Ces secteurs constituent le socle de notre sécurité alimentaire et offrent des opportunités exceptionnelles de complémentarité avec l'expertise espagnole. Pourquoi le marché et les relations entre l'Espagne et l'Algérie sont-ils importants ? Il s'agit d'un moment particulièrement crucial pour ces relations, non seulement dans le secteur agro-industriel, mais dans l'ensemble des domaines, les énergies renouvelables, l'automobile, l'agriculture, le secteur minier et l'énergie en général. Cela constitue un levier essentiel pour relancer les relations entre les 2 pays et nous sommes convaincus que cela conduira à une coopération fructueuse, tant sur le plan institutionnel que commercial. Les mesures engagées incluent un soutien institutionnel et diplomatique de premier plan
excellent, comme en témoigne la visite du ministre des Affaires étrangères et surtout, il faut souligner le rôle central des acteurs publics et privés ainsi que celui du forum qui joue un rôle pivot dans cette dynamique. Y el rol del foro aquí es muy importante. Nous sommes deux pays voisins et en réalité très proches l'un de l'autre. Il existe depuis longtemps une relation solide entre nous, que ce soit sur le plan commercial ou culturel. Il me semble que les entreprises espagnoles se sentent particulièrement à l'aise dans leurs échanges commerciaux avec les entreprises algériennes. Historiquement, nos relations sont beaucoup concentrées sur le secteur de l'énergie, mais il existe un potentiel bien plus large qui dépasse largement ce domaine. Nous nous intéressons ici au secteur agroalimentaire qui fait partie des secteurs offrant le plus grand potentiel de développement. Et dans le secteur de l'énergie, l'Agence algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, Al-Naft, a annoncé ce mardi l'octroi à British Petroleum, BP, d'une autorisation de prospection en Algérie. Dans le bassin de l'Est, ce retour du géant BP en Algérie constitue un signal fort de la confiance renouvelée des compagnies internationales dans le potentiel du domaine minier algérien, ainsi que dans le cadre de partenariats promu par Al-Naft. Dans l'actualité aussi, le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, a remporté l'élection présidentielle organisée dimanche, selon les résultats préliminaires du dépouillement publié hier soir par la Commission électorale nationale autonome du Bénin. Plus de 7,89 millions d'électeurs étaient inscrits pour l'élection, avec un taux de participation de 58,75%. Allez, direction le Soudan, où près de 700 civils ont été tués par des frappes de drones des forces de soutien rapide depuis janvier. C'est ce qu'a rapporté ce mardi le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, au moment où le conflit entre dans sa 4e année. Pour rappel, le conflit opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé plusieurs régions dans la faim et la famine. Autre chiffre effarant résultant du conflit au Soudan, au moins 11 000 personnes sont portées disparues depuis le début de ce conflit qui a débuté il y a, je vous le rappelle, 3 ans, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Et dans le conflit russo-ukrainien à présent, au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier à Odessa lors d'une attaque russe qui a touché plusieurs bâtiments résidentiels et administratifs ainsi que d'autres infrastructures selon le gouverneur de la région d'Odessa. Et dans ce climat de tension, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce mardi que son pays coopérerait avec ses partenaires pour fabriquer des systèmes de défense antimissiles balistiques en Europe face au déficit actuel de ce type d'armement sur le vieux continent qui dépend des États-Unis dans ce domaine. Je suis absolument certain que l'Europe, l'Union européenne, en collaboration avec l'Ukraine, produira des systèmes antibalistiques. Ce n'est qu'une question de temps. Et tant que nous n'en disposons pas, tant qu'il y a un déficit, nous devons protéger nos familles, notre peuple. Et pour cela, nous avons besoin du programme Pearl. Nous sommes parvenus à des accords sur la défense aérienne, qui est l'une de nos priorités les plus urgentes. Il s'agit de missiles de défense aérienne de PAC-2 pour les systèmes Patriot et de lanceurs pour les systèmes Iris-T. Nous vous remercions tout particulièrement pour cet accord.
Pour sa part, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé ce mardi la préparation d'une nouvelle réunion entre Européens, Ukrainiens et Américains afin de relancer les négociations de paix suspendues depuis les attaques menées par les États-Unis et l'antiterrorisme contre l'Iran fin février et qui, malgré un cessez-le-feu temporaire, n'ont toujours pas repris. Je reste fermement convaincu qu'aucun accord ne sera conclu avec la Russie dans le dos des Européens. Je l'ai dit à maintes reprises, publiquement comme en privé. Le gouvernement américain sait que s'il souhaite la signature de l'Europe sur un quelconque accord, cette signature est nécessaire car l'Europe doit être une partie prenante du processus et de l'accord de paix. L'Europe doit être impliquée. En attendant, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué ce mardi qu'aucune annonce n'avait été faite par Washington concernant la prolongation d'une dérogation américaine autorisant les pays à acheter du pétrole et des produits pétroliers russes sous sanctions. Concernant les restrictions d'accès à Internet, cette fois, le Kremlin a reconnu que celles-ci avaient perturbé la vie de nombreux Russes, mais étaient nécessaires pour des raisons de sécurité, soulignant qu'elles étaient temporaires et seraient levées dès que la situation le permettrait. Pour ce qui est des restrictions imposées aux coursiers, certaines entreprises internationales sont contraintes à se conformer à notre législation. Si tel n'est pas le cas, des mesures sont également prises. C'est une pratique courante dans de nombreux pays et ces mesures sont acceptées sans problème. Il est clair que les restrictions d'accès à Internet causent des désagréments à de nombreux citoyens. Mais c'est la situation actuelle. Une fois ces mesures levées, l'accès à Internet sera bien entendu pleinement rétabli et fonctionnera de nouveau normalement. Par ailleurs, le Kremlin a affirmé qu'il était satisfait de que les dirigeants nouvellement élus de Hongrie souhaitent engager un dialogue pragmatique avec Moscou. Naturellement, après sa victoire aux élections, Magyar multiplie les déclarations et les conférences de presse, attendant la formation des nouveaux gouvernements en Hongrie pour observer les premières mesures concrètes. D'après ce que nous comprenons, nous constatons avec satisfaction une volonté d'engager un dialogue pragmatique. Il y a donc une volonté mutuelle. Et nous jugerons la situation à l'aune des actions concrètes du nouveau gouvernement hongrois. Et enfin, en Turquie, 16 personnes, pour la plupart des élèves, ont été blessées ce mardi par des tirs dans un lycée technique de la province de Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie, selon le gouverneur local. L'assaillant, un ancien élève de l'établissement né en 2007, a retourné l'arme contre lui et est décédé. Ambulansın arkasına geçin. Arkadaşlar arkaya geçin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. Excellente soirée à tous.